J'ai passé toute ma vie à donner de l'amour, du temps, de l'argent, moi-même, jusqu'à une nuit, autour d'une table remplie de nourriture que j'avais achetée, où j'ai entendu quelque chose qui m'a brisé pour toujours. Ce n'est pas seulement une histoire d'humiliation, c'est une histoire d'éveil. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre maison, cette histoire est pour vous. Assurez-vous de vous abonner et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux connaître votre histoire aussi. Je me souviens encore du tintement des verres en cristal, du bourdonnement discret de la musique jazz flottant à travers la maison que j'avais payée, l'odeur du poulet rôti que j'avais assaisonné ce matin-là, cuisant lentement pendant que je faisais des courses pour un dîner auquel je n'étais même pas censé participer. Mais j'étais là, parce qu'Olivia avait oublié de me dire que ses parents venaient encore une fois et que la maison devait être parfaite encore une fois. J'aurais dû savoir qu'il valait mieux ne pas rester. J'aurais dû deviner ce qui allait arriver au moment où sa mère m'a regardé avec ses yeux mi-curieux, mi-condescendants et a demandé « Et vous êtes ?» Olivia n'a pas hésité une seconde. « Oh !» a-t-elle dit en riant comme si c'était la chose la plus drôle du monde. « C'est Margaret, notre femme de ménage officieuse. Elle fait tourner la maison. » Tout le monde a ri, même mon fils. Je suis restée là, tenant la bouteille de vin vide que j'avais montée de la cave. J'ai souri poliment, comme si je ne sentais pas le sol se dérober sous mes pieds, comme si mon cœur ne s'effritait pas morceau par morceau. Je me suis excusée, j'ai posé la bouteille sur le comptoir et j'ai marché lentement vers ma chambre. Ils ont continué à rire derrière moi. Pas un seul d'entre eux, pas même mon propre fils, n'a pris la peine de la corriger, de dire « c'est ma mère », de dire quoi que ce soit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise au bord de mon lit, fixant la porte que j'avais peinte moi-même des années auparavant, quand nous avions emménagé. Je me souvenais du jour où j'avais signé les papiers de l'hypothèque, mon nom, mon crédit, mon acompte. Ethan venait de terminer l'université, Olivia n'était même pas encore dans le tableau, il n'avait rien. Je leur ai tout donné. Et maintenant, j'étais la femme de ménage. Le lendemain matin, j'ai fait du café, comme toujours. J'ai nourri le chat qu'Olivia prétendait aimer. Quand elle est descendue, vêtue de sa tenue de yoga, trop occupée par son téléphone pour même dire bonjour, je suis restée là et j'ai attendu. Elle a fini par lever les yeux, je lui ai tendu les clés, toutes les clés, la porte d'entrée, celle de derrière, le garage, la boîte aux lettres. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, son sourcil manucuré froncé. J'ai souri. « Bonne chance pour payer l'hypothèque maintenant. » Elle a cligné des yeux. « Quoi ?» Je suis passée devant elle, dans le couloir, devant les photos que j'avais encadrées, les meubles que j'avais choisis, les murs que j'avais peints. Je n'ai rien pris, juste mon sac à main et le manteau que je portais quand j'avais ramené Ethan de l'hôpital. Je n'ai même pas dit au revoir. J'ai entendu Ethan crier mon nom alors que j'ouvrais la porte. Je ne me suis pas arrêtée. Il m'a poursuivi, pieds nus dans l'allée, mais j'ai continué à marcher. Je n'ai pas claqué la portière de la voiture. Je l'ai fermée doucement, calmement, parce que quelque chose en moi s'était brisé, mais pas comme vous pourriez le penser. Ce n'était pas de la rage, ce n'était pas du chagrin. C'était de la clarté. Et c'était la chose la plus terrifiante de toutes, parce que la clarté est silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne supplie pas. Elle sait, tout simplement. Et je savais pour la première fois de ma vie que j'en avais fini. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais je savais où je n'allais pas rester. La dernière chose que j'ai vue dans mon rétroviseur, c'était Ethan, debout dans l'allée, abasourdi. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de perdre. Et moi non plus, pas encore. On dit que vous ne réalisez pas que vous vous noyez jusqu'à ce que vous respiriez enfin. Cette première nuit, dans le petit appartement que ma grand-tante Ruth m'avait laissé, ce n'était pas encore la liberté. C'était le silence, un silence épais, résonnant, qui se posait sur tout comme de la poussière.
l'appartement sentait le temps. Des planchers anciens, du papier peint jauni, un radiateur qui gémissait comme s'il avait connu de meilleures décennies. J'ai posé mon sac sur la table de la cuisine et je suis restée là, incertaine si je devais pleurer ou rire. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai juste fixé les carreaux ébréchés, me souvenant de la maison que je venais de quitter. Mais ce n'était plus une maison, pas pour moi. Au cours des jours suivants, je me suis déplacée comme un fantôme. Je dormais sur le canapé parce que le cadre du lit dans la chambre était cassé. Je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuète et de la soupe réchauffée au micro-ondes. Je n'ai appelé personne, non pas parce que je n'avais personne, mais parce que personne ne m'avait appelé. Ethan n'a pas envoyé de texto, pas d'email, pas un mot. Je suppose qu'Olivia lui avait dit de ne pas le faire. Ou peut-être, pire encore, peut-être qu'il s'en fichait tout simplement. Je repensais sans cesse à ce dîner, à la façon dont ils avaient ri, à la façon dont il avait ri. J'avais élevé ce garçon seul après le départ de mon ex-mari. J'avais abandonné ma carrière, mes projets, moi-même. Je nettoyais des chambres de motel la nuit et remplissais des rayons de supermarché à l'aube, juste pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Et quand mes parents sont décédés et m'ont laissé cet argent d'assurance, je l'ai tout utilisé pour acheter une maison, un foyer. Je n'ai jamais demandé de loyer, je ne l'ai jamais fait payer un centime. Et pourtant, dans la version du monde d'Olivia, j'étais devenue l'aide domestique. J'ai commencé à écrire la nuit, dans de vieux carnets à spirale, ceux que j'achetais pour Ethan au collège. J'ai rempli page après page, pas pour que quelqu'un les lise, juste pour moi. J'écrivais des choses que je n'avais jamais dites à voix haute. Comment je restais dans la cuisine à attendre qu'ils disent merci. Comment je pleurais dans le garage quand ils sortaient dîner sans m'inviter. Comment je faisais semblant de dormir pour ne pas les entendre se moquer de mes émissions de télévision dans le salon que j'avais payé. Et puis un jour, en cherchant une ampoule dans le placard de rangement à l'étage, j'ai trouvé le vieux coffre métallique que Ruth gardait sous sa machine à coudre. Lourd, rouillé. Je l'ai ouvert, m'attendant à trouver du fil et des boutons. À la place, il y avait des enveloppes, des dizaines, et une en particulier qui a tout changé. Elle m'était adressée, de l'écriture familière de Ruth, datée de près de 3 décennies. Si tu lis ceci, cela signifie que tu es revenu et je suis désolée que tu aies dû le faire. Mon cœur battait fort alors que je dépliais les pages. Elles étaient jaunies, fragiles. À l'intérieur, il y avait des copies de formulaires hospitaliers, des notes et une seule photo d'un nouveau-né enveloppé dans une couverture d'hôpital. Pas Ethan. Il y avait un nom, Michael Jamison. J'ai lu la lettre 3 fois avant qu'elle ne fasse sens. Ruth avait été infirmière à l'hôpital où Ethan était né. Elle disait qu'elle avait toujours eu des doutes. Elle avait vu quelque chose d'étrange dans la nurserie la nuit où j'avais accouché. Un changement de chambre de dernière minute, une confusion avec les étiquettes. Mais quand elle avait soulevé la question, il était trop tard. Les bébés étaient déjà rentrés chez eux. Elle ne me l'avait jamais dit, disait-elle, par peur, espérant qu'elle se trompait. Mais des années plus tard, elle avait trouvé un document enfoui dans ses dossiers. Un règlement discret de l'hôpital avec une autre famille. Et c'est là qu'elle avait su. Ethan n'était pas mon fils. Mes mains tremblaient. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai fixé la photo, le nom, Michael Jamison. Mon esprit refusait de le comprendre. Parce que si c'était vrai, qui était Ethan? Qui étais-je pour lui? Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'ai pas ressenti de chagrin. Je n'ai pas ressenti de rage. J'ai ressenti de la liberté. Pas parce que je n'aimais pas Ethan, mais parce que soudain, toutes ces années de douleur, à me sentir comme une étrangère dans ma propre vie, avaient un sens. Peut-être cette froideur que je ressentais toujours de sa part, peut-être n'était-elle pas imaginaire, peut-être qu'il s'était toujours senti comme un étranger, et peut-être que je n'étais pas folle après tout. J'ai passé le reste de la nuit à lire chaque papier dans ce coffre. Ruth avait tout gardé, rapports ADN, affidavit,
un petit article sur la famille Jamison, prospère, éduquée, locale et toujours dans la même ville. Mon vrai fils avait été là tout ce temps, grandissant à quelques kilomètres seulement. J'ai soigneusement replié les lettres, les ai placées dans une nouvelle enveloppe et les ai mises dans le tiroir de ma table de nuit. Puis je me suis regardée dans le miroir, longtemps, très longtemps. Je ne reconnaissais pas la femme qui me regardait, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas honte d'elle. Elle était brisée, oui, mais elle se réveillait, et le monde n'avait aucune idée de ce que cela signifiait encore. Il y a un type de silence qui n'est pas paisible. Il est punitif. C'était le genre de silence dans lequel j'ai vécu pendant des semaines après avoir lu la lettre de tante Ruth. Je ne savais pas quoi faire de cette information. Je la portais en moi comme un fil sous tension, dangereux à toucher, impossible à ignorer. Je n'ai pas contacté Ethan, je n'ai pas cherché Michael, j'existais, tout simplement. Chaque jour, je me réveillais, faisais une tasse de café, regardais par la fenêtre poussiéreuse de la cuisine et essayais de comprendre qui j'étais maintenant. La Margaret qui avait élevé Ethan n'était pas la même femme qui avait lu ces lettres. Cette Margaret était une mère, une épouse autrefois, une donneuse de tout. Mais qui étais-je sans cette identité? Un soir, le radiateur de l'appartement est tombé en panne. J'ai allumé une bougie et me suis enveloppée dans des couvertures, me blottissant sur le canapé avec les dossiers de l'hôpital sur mes genoux. Je les avais lus 100 fois, chaque ligne, chaque signature, chaque horodatage. Tout concordait. C'était réel. Mon vrai fils, Michael Jamison, était né la même nuit qu'Ethan, dans la même aile, dans un hôpital qui avait ensuite réglé discrètement avec une autre famille, espérant que la vérité ne remonterait jamais à la surface. Ruth avait fait des copies de tout avant de mourir. Elle m'avait laissé les pièces d'une vérité qui m'avait été volée. Je ressentais du chagrin, mais pas pour Ethan. Je pleurais le temps, les moments que j'aurais pu avoir avec Michael, les fêtes d'anniversaire, les premiers jours d'école, les genoux écorchés, les projets scientifiques. Toutes ces choses que je pensais faire pour mon enfant, elles étaient destinées à quelqu'un d'autre. Et pourtant, bizarrement, je ne ressentais pas de haine envers Ethan. Mon amour pour lui n'avait pas été biologique. Il avait été inconditionnel. Ou du moins, je le pensais. Mais quand quelqu'un que vous avez élevé ne vous défend pas, ne vous voit même pas, cela vous force à tout réévaluer. C'était un mardi après-midi quand j'ai enfin repris mes esprits. J'avais trop longtemps caché. Je n'étais pas prête à confronter Ethan, pas encore, mais je pouvais commencer quelque part de discret. Je suis allée en ville et je me suis tenue de l'autre côté de la rue, face à la petite librairie près de Main et Elm. Jamison's Books. Elle était peinte en vert profond, avec des pancartes écrites à la main sur les vitrines. J'étais passée devant des dizaines de fois sans jamais la remarquer. Il était là, Michael. Je n'avais pas besoin de demander. Il avait environ 30 ans, peut-être un peu plus, bien soigné, lunettes de lecture. Il aidait une jeune femme à trouver un livre de poésie. Sa voix était douce, patiente, sa posture douce, mais assurée. Je suis restée de l'autre côté de la rue, le cœur battant, les yeux fixés sur le fils que je n'avais jamais connu. Et j'ai pleuré, là, sur le trottoir. Pas des sanglots, pas forts, juste des larmes silencieuses, imparables, qui coulaient sur mes joues et dans le col de mon manteau. Je ne suis pas entrée, pas ce jour-là. J'ai juste regardé. Et je l'ai fait encore le lendemain et le surlendemain. C'est devenu un rituel. Je parcourais le pâté de maison, m'asseyais sur le banc près du coin, faisais semblant de vérifier mon téléphone ou de boire un café dans un gobelet en carton, et j'observais Michael vivre la vie dont je n'avais jamais fait partie. Ce n'était pas de l'espionnage, c'était du deuil, mais aussi une préparation parce que lentement, je commençais à assembler les pièces. Pendant que j'étais assise devant cette librairie, j'ai commencé à remarquer des choses.
l'horaire des livraisons, les noms des clients, le rythme du magasin. J'observais, oui, mais pas seulement lui. Eux aussi, Ethan et Olivia. J'ai commencé à les suivre, subtilement. Je connaissais leurs habitudes par cœur. Olivia postait toujours sur les réseaux sociaux, taguant ses brunchs préférés, ses studios de yoga, ses dégustations de vin. Ce n'était pas difficile de suivre la piste. Et ce que j'ai vu m'a donné la nausée. Il ne se débattait un pas. Il faisait semblant. L'entreprise d'Olivia, une sorte de marque de coaching de vie, n'était que du vent. Des bureaux loués, des abonnés payés, des cartes de crédit au maximum pour maintenir les apparences. Et Ethan, il avait quitté son emploi 6 mois plus tôt. Olivia appelait ça « manifester un nouveau chapitre ». J'appelais ça une illusion. Il construisait un château de cartes et il n'avait aucune idée que le vent arrivait. Je n'ai rien dit à personne de ce que j'avais découvert, pas encore. À la place, j'ai commencé à tenir un second carnet, pas comme le premier, rempli d'émotions et de chagrin. Celui-ci était stratégique. Date, nom, dépôts commerciaux, registre public. Je ne faisais plus que pleurer. Je planifiais. Ils pensaient que j'étais partie, invisible, insignifiante. Mais j'étais plus présente que je ne l'avais jamais été. Et j'étais sur le point de leur rappeler exactement qui j'étais. La première fois que j'ai vu Michael de près, je n'ai pas pu parler. C'était un jeudi pluvieux, la librairie était presque vide, et il réapprovisionnait la section des biographies, fredonnant doucement. J'avais trop traîné dehors, et quand il s'est tourné et a regardé à travers la vitrine, nos yeux se sont croisés. Il m'a adressé un sourire poli, accueillant, rien de plus, juste la gentillesse qu'on offre à un étranger, et c'est ce que j'étais pour lui, une étrangère. Mon cœur s'est serré. Je me suis détournée rapidement, faisant semblant de vérifier mon téléphone, mais mes mains tremblaient trop fort pour que ce soit convaincant. J'ai marché vite, tournant au coin de la rue, atteignant à peine la voiture avant que les larmes n'arrivent. Comment dire à quelqu'un que toute sa vie a commencé par une erreur? Comment regarder un homme adulte dans les yeux et dire « Tu n'es pas celui que tu penses être, et moi non plus ». Je suis rentrée chez moi et j'ai ressorti la lettre de Ruth. Je l'ai lue 3 fois de plus. Elle n'avait pas simplement découvert la vérité, elle l'avait enquêtée. Le nom Michael Jamison n'était pas une supposition, il était confirmé. Elle avait trouvé les documents de... Quelque chose a changé en moi, pas soudainement, mais comme un lever de soleil lent, rampant sur un champ gelé, silencieux, inéluctable. Je n'ai rien précipité. Je n'essayais pas seulement de renouer avec un fils que je n'avais jamais connu. J'essayais de me réclamer moi-même. J'ai commencé à marcher un peu plus droite, à parler un peu plus fort. J'ai acheté un ordinateur portable d'occasion et j'ai commencé à taper mes notes dans des fichiers, preuves, chronologie, noms. Ce n'était plus un journal, c'était de la stratégie, de la survie. Et une chose est devenue limpide. Le monde d'Ethan et Olivia était tenu par du ruban adhésif et des mensonges. La maison dans laquelle ils vivaient, ma maison, était toujours à mon nom. L'entreprise de style de vie d'Olivia, Olivia Ascens, était un empire fabriqué, faux clients, faux témoignages. Elle avait construit une marque sur des mots à la mode et des filtres, vendant des conseils de croissance personnelle, tout en conduisant une voiture de luxe louée qu'elle ne pouvait pas se permettre. J'ai trouvé les documents de la LLC en ligne. J'ai vérifié les registres fiscaux, consulté les avis commerciaux. Chaque publication qu'elle faisait était soigneusement orchestrée. Chaque événement auquel ils assistaient était une séance photo. Et derrière tout ça, il y avait des dettes, tellement de dettes, des cartes au maximum, un prêt privé en défaut, la dette étudiante d'Ethan toujours impayée. Ils étouffaient sous une montagne de factures, mais trop fiers pour dire un mot, ou peut-être trop arrogants. C'est alors que j'ai su, si je tirais sur un seul fil, tout s'effondrerait. Mais je ne l'ai pas fait, pas encore, parce que j'avais une étape de plus à franchir d'abord. Michael,
Je continuais à visiter la librairie et il ne savait toujours pas qui j'étais, mais chaque interaction érodait la peur. Nous parlions de livres, de la vie, de petites choses, séries télé, bon café, bruit de la ville. Une fois, nous nous sommes assis dans le petit café à côté et il m'a raconté comment il avait presque devenir professeur, mais son amour pour les livres l'avait attiré vers le commerce. « Tu me rappelles quelqu'un ?» a-t-il dit une fois, sirotant son thé. « Quelqu'un que je n'arrive pas à placer. » J'ai souri. « Peut-être une bibliothécaire. » Il a ri. « Peut-être. » Ce moment est resté avec moi pendant des jours. Je ne l'aimais pas seulement, je le reconnaissais. Pas seulement à cause du dossier que j'avais lu ou de la photo que Ruth m'avait laissée, mais dans sa façon de traiter les gens, dans sa manière d'écouter, dans sa force tranquille. Ça semblait être la mienne. C'était dans sa posture, son calme, sa présence. J'ai commencé à rêver d'une vie différente, une où je l'avais élevé, où nous faisions des cookies dans la cuisine, où je l'emmenais à des matchs de foot et encourageais depuis les gradins. Je pouvais l'imaginer si vivement que ça me faisait mal à la poitrine. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière, alors j'ai planifié pour ce qui venait ensuite. La première chose que j'ai faite a été d'appeler un avocat, pas pour la vengeance, pour la justice. Je voulais que la maison soit vendue. J'avais tous les droits légaux sur elle. J'avais fait la compte, payé chaque facture et jamais transféré le titre. Ethan disait toujours « On mettra ça à ton nom plus tard ». Pas d'urgence, bien sûr. Il n'y avait pas d'urgence pour lui. J'étais celle qui payait tout. Maintenant, je voulais récupérer mon nom, mes droits, ma maison, sinon physiquement, du moins légalement. J'ai rencontré une avocate en centre-ville, une femme de mon âge, directe et perspicace. Elle a écouté sans juger quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a hoché la tête lentement et a dit « Nous déposerons la requête cette semaine. » J'ai signé les papiers d'une main ferme. Ce soir-là, je suis passée devant la maison, la lumière du porche était allumée. Olivia était assise sur la balancelle, scrollant sur son téléphone, un verre de vin à la... Et même à l'intérieur, Ethan était sur le canapé, jouant à des jeux vidéo. Leur vie d'Harvey tournait en pilote automatique, sans idée que le sol sous leurs pieds était déjà en train de bouger. Il ne s'agissait pas de les punir. Il s'agissait de rétablir l'équilibre. Et quand la maison serait vendue, ils ressentiraient ce que j'avais ressenti pendant des années, l'impuissance. Et peut-être, juste peut-être, comprendraient-ils ce que ça faisait d'être rejeté. Je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai pas crié. J'ai juste observé, attendu, et je suis partie. Le premier domino était tombé et aucun d'eux ne le savait encore. J'ai toujours cru que le silence était plus fort que le bruit, que la vraie force ne réside pas dans la virulence avec laquelle vous vous battez, mais dans la profondeur de votre conviction que vous avez raison. Le jour où l'avis officiel a été envoyé à Ethan et Olivia, j'étais assise dans un café près du tribunal, remuant du miel dans mon thé avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mon avocate a dit qu'il le recevrait à 10 heures précises. Mon téléphone a vibré. Ethan. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'arrête de sonner, puis je l'ai retourné et j'ai laissé le silence parler pour moi. Ce n'était pas que je ne voulais pas entendre sa voix. Je n'étais juste pas prête à l'entendre mentir. Plus tard cet après-midi, j'ai vérifié mes emails et vu son message. Il n'était pas long, juste « Maman, qu'est-ce que tu fais? Appelle-moi s'il te plaît. » Olivia panique. Bien sûr qu'elle paniquait. L'hypothèque était due et maintenant il ne pouvait pas refinancer parce que la personne qu'il pensait trop faible pour compter était celle qui détenait l'acte et il ne l'avait jamais vu venir. Une semaine plus tard, j'ai reçu un autre appel. Olivia cette fois. Je n'ai pas répondu non plus. Elle a laissé un message vocal, son ton tendu, à peine contrôlé. « Margaret, nous devons vraiment parler. Tout ceci est juste... C'est un malentendu. Ethan dit que vous traversez quelque chose.
et nous sommes là pour vous soutenir, mais vous mettez nos vies en danger et ce n'est pas juste. » Je l'ai écoutée 2 fois. Elle appelait la maison la sienne. Mon silence est devenu plus affûté, plus délibéré. Ils ne comprenaient pas encore, mais ils allaient comprendre. 2 jours plus tard, Ethan s'est présenté à mon appartement. Je l'ai vu à travers le Judas avant même qu'il ne frappe. Cheveux en bataille, cernes sous les yeux, un homme en train de s'effondrer. Je n'ai pas ouvert la porte. Il est resté là longtemps, a frappé 1 fois, puis encore, puis a dit « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Je me tenais de l'autre côté, la main sur la poignée, mais je ne l'ai pas tournée. Je l'ai laissé ressentir l'inconfort d'être ignoré, comme je l'avais été pendant des années. La semaine suivante, mon avocate a finalisé les documents pour mettre la maison en vente. J'obtiendrai la totalité des bénéfices, chaque centime, légalement, éthiquement, émotionnellement. Tout était à moi. Olivia a essayé de se battre. Elle a revendiqué une contribution de valeur. Mon avocate a souri et a dit « Voyons si elle peut le prouver au tribunal. » Elle ne pouvait pas, parce qu'elle n'avait jamais investi dans quoi que ce soit d'autre que les apparences. Et maintenant, celle-ci s'effritait, un filtre à la fois. Le mot s'est répandu. Les parents d'Olivia ont cessé de commenter ses publications sur les réseaux sociaux. Les clients ont commencé à se retirer. Elle a fait une vidéo pour expliquer l'injustice des lois sur la propriété générationnelle. Les gens ont vu clair. Et moi, je n'ai rien posté. Je continuais juste à me présenter à la librairie de Michael. Nous avons pris un café à nouveau, parlé d'un vieux roman que nous aimions tous les deux. Il m'a recommandé un mémoire. C'est sur le deuil, a-t-il dit, mais aussi sur le pardon. J'ai hoché la tête, ravalant la boule dans ma gorge. « Je pense que ça te plairait, » a-t-il ajouté. « Peut-être, mais pas encore. » Je n'avais pas fini de faire mon deuil, ni de pardonner. Règlement. L'hôpital ne me l'avait jamais dit, parce que je n'étais jamais censée savoir. Et les Jamison, ils devaient savoir quelque chose, peut-être pas toute la vérité, mais assez pour accepter un paiement discret. Mais je n'étais pas là pour me venger d'eux. Je n'étais même pas sûre de ce que je faisais là. Je voulais juste le connaître, voir si le vide dans ma poitrine pouvait être comblé par la réalité de qui il était. Alors je suis revenue. J'ai commencé petit. J'ai acheté un livre. Michael l'a enregistré lui-même. « Bon choix », a-t-il dit avec un sourire. « Difficile à trouver de nos jours. » Sa voix était chaude, familière d'une manière qui m'a serré la gorge. Il m'a tendu le sac, ses doigts effleurant les miens 1 seconde. J'ai hoché la tête. « Vous possédez cet endroit ?»« En quelque sorte, » a-t-il dit. « Mes parents m'ont aidé à démarrer. Ils sont à la retraite maintenant, alors je m'occupe ici. » Bien sûr, il l'avait aidé. Bien sûr, il avait du soutien. Pas comme Ethan qui n'avait eu que mon sang, ma sueur et mes sacrifices, et qui s'était retourné pour m'offrir comme une blague. Michael avait des parents, mais pas moi. Et Ethan m'avait eu, mais n'avait jamais voulu ce que je donnais. L'univers avait mélangé les pièces du puzzle et nous avait tous laissés saigner sur les mauvais morceaux. J'ai commencé à visiter la librairie tous les quelques jours, de manière décontractée. Parfois j'achetais un roman, parfois je me contentais de regarder. Michael a commencé à me reconnaître. Il disait « Encore là ?» avec ce sourire facile. Nous faisions des petites conversations, la météo, les livres, les événements locaux. Je ne lui ai jamais dit mon nom, pas encore. Ce n'était pas le moment. Pendant ce temps, dans l'ombre de mon ancienne vie, les choses changeaient. Ethan m'a envoyé un message, un texto qui disait « Maman, vas-tu bien ?» Rien de plus. Après 3 semaines de silence, c'est tout ce que j'ai eu. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à dire, mais j'ai commencé à creuser plus loin dans leur monde. J'ai consulté l'acte de propriété de la maison. Elle était toujours à mon nom. Olivia avait essayé de refinancer sans ma permission. Refusé. Elle ne pouvait pas payer l'hypothèque. Ethan n'avait aucun revenu.
j'aurais pu les expulser sur le champ, mais ça aurait été trop facile. Non, j'avais besoin qu'ils ressentent le lent démantèlement, la peur, la prise de conscience que la fondation sur laquelle ils se tenaient n'était pas seulement fragile, elle appartenait à quelqu'un d'autre, moi. Chaque nuit, j'écrivais. Mon nouveau carnet était méticuleux. Chaque reçu, chaque conversation, chaque fois que Michael mentionnait un passe-temps, un auteur préféré, un souvenir d'enfance, je l'écrivais. Pas pour l'utiliser contre lui, mais pour comprendre le fils que je n'avais jamais eu la chance d'élever. Et entre les lignes, je commençais à voir la vérité plus clairement que jamais. Ethan ne me traitait pas mal parce qu'il avait été échangé à la naissance. Il me traitait mal parce qu'il l'avait choisi, parce que Olivia lui en avait donné la permission, parce qu'à un moment donné, il avait cessé de me voir comme quelqu'un à respecter et avait commencé à me voir comme quelqu'un à écarter. Mais Michael, il ne me connaissait pas du tout, et pourtant, il me traitait avec plus de gentillesse en 5 minutes qu'Ethan en 5 ans. Je n'étais pas prête à lui dire, pas encore, mais j'étais proche. Et quand le moment viendrait, je ne lui dirais pas seulement qui j'étais, je lui dirais tout. L'hôpital, l'échange, la vie qui nous avait été volée à tous les deux. Mais d'abord, je devais finir de regarder l'effondrement de la vie que j'avais déjà laissé derrière moi. Parce qu'une fois que la dernière pièce tomberait, je ne regarderais plus en arrière. Je n'avais jamais prévu de devenir une ombre dans ma propre histoire, mais parfois, la seule façon de voir les gens clairement est de sortir de la lumière. Après ce jour à la librairie, à la maison, j'ai commencé à ranger les vieilles photos, des images d'Ethan bébé, des portraits scolaires, des fêtes d'anniversaire où je faisais tout le travail et n'avais aucun crédit. Je ne les ai pas jetées, mais je les ai mises de côté parce que la femme qui avait passé sa vie à tout donner était partie. Et la femme qui avait pris sa place, elle n'était pas en colère, elle était éveillée. Les papiers étaient mis signés, la maison allait être mise sur le marché et quelque part, dans cette librairie verte de l'autre côté de la ville, mon vrai fils riait de quelque chose qu'un client avait dit, totalement inconscient que sa vie allait bientôt changer aussi. Mais de la meilleure façon, parce que toutes les pertes ne sont pas des tragédies. Certaines sont des commencements déguisés. Je pensais toujours que les masques étaient donc quelque chose qu'on portait pour des fêtes costumées, mais Olivia portait le sien comme une seconde peau, impeccable, souriante, inébranlable. Le genre de femme qui savait toujours comment poser pour une photo, comment moduler sa voix juste comme il faut en public. Mais les masques, tôt ou tard, ils se fissurent. Et j'étais sur le point de briser le sien complètement. L'idée m'est venue un matin en parcourant l'annuaire des entreprises locales. J'avais déjà rassemblé assez de saletés personnelles. Problèmes de crédit, partenariat Instagram frauduleux, paiement d'hypothèque en retard. Mais je voulais plus que des rumeurs. Je voulais des faits, quelque chose de concret, quelque chose qu'ils ne pourraient pas détourner. Alors j'ai engagé un consultant commercial local, un homme nommé Darren, discret, professionnel, discret. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un audit complet d'une entreprise, rien d'illégal, juste une plongée approfondie privée dans sa structure. Je lui ai donné le nom de l'entreprise d'Olivia, Olivia Hassan LLC. Il s'est mis au travail. Une semaine plus tard, il m'a livré tout dans un dossier soigné, et ce qu'il a trouvé, même moi, je n'y étais pas préparé. Tout le modèle commercial d'Olivia était un mensonge. Aucun dépôt fiscal pour les 2 derniers trimestres. Plusieurs factures falsifiées pour ressembler à celles de vrais clients, mais les clients n'existaient pas. Des séances photos mises en scène dans des propriétés louées qu'elle prétendait avoir rénovées. Ces prétendus partenariats n'étaient que des liens d'affiliation avec des métriques gonflées. Elle ne faisait pas que prétendre être prospère, elle trompait tout le monde. J'ai demandé à Darren, « Est-ce que ça tiendrait sous un examen minutieux ?» Il m'a regardé et a dit, « Si ça devient public, elle est finie, financièrement, professionnellement. » Et c'est là que j'ai pris une décision. J'ai tout imprimé. Puis j'ai trouvé l'adresse des parents d'Olivia,
les mêmes qui avaient ri dans ma maison, faisant teinter des verres de vin pendant que leur fille m'humiliait dans ma propre cuisine. Je leur ai envoyé le dossier anonymement. Pas de lettre, pas de signature, juste une note simple en haut qui disait « Tout ce que vous pensez savoir est une performance ». 2 jours plus tard, les premières fissures sont apparues. L'Instagram d'Olivia s'est tu. Pas d'histoire, pas de routine matinale soigneusement orchestrée. Sa dernière publication, une citation inspirante sur le fait d'être incompris, a été inondée de commentaires étranges. Puis, comme des dominos, son monde a commencé à s'effondrer. Son site web est passé hors ligne pour maintenance. Son dernier atelier prévu a été annulé pour circonstances imprévues. Et puis j'ai entendu la cerise sur le gâteau d'une vieille voisine qui suivait encore Olivia. La mère d'Olivia a été vue quittant sa maison en furie, criant au téléphone, le visage rouge, le sac à main balançant sauvagement. Quoi qu'il se soit passé derrière ces portes closes, ce n'était pas filtré et ce n'était pas joli. Ethan m'a appelé à nouveau ce soir-là. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un autre message vocal. « Maman, je ne sais pas ce qui se passe. Les parents d'Olivia ne nous parlent plus. Quelqu'un leur a envoyé des trucs, des documents. Ils pensent qu'on les a falsifiés. Est-ce que c'est toi qui as fait ça ?» Je n'ai pas répondu. Il voyait enfin Olivia pour ce qu'elle était vraiment, et lui-même aussi. Il avait passé des années à défendre une femme qui détruisait tout sur son passage, à commencer par moi. Qu'il le ressente, qu'il reste là-dedans. Cette nuit-là, je suis retournée à la librairie. Michael était en train de fermer. Il m'a fait signe quand il m'a vue. « Encore là ?» a-t-il dit, déverrouillant la porte pour me laisser entrer. « Tu devrais travailler ici à ce stade. » J'ai souri. Peut-être que je devrais. Nous nous sommes assis par terre, entourés de piles de livres de poche. Il cataloguait une nouvelle livraison. J'ai aidé sans qu'on me le demande. « Pourquoi tu viens ici ?» a-t-il demandé sans méchanceté. La question m'a prise au dépourvu. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il avait mes yeux. Je ne l'avais pas remarqué avant. « J'aime l'ambiance ici », ai-je dit, comme si rien ne prétendait être quelque chose qu'il n'est pas. Il a incliné la tête, me considérant. Moi aussi. Nous avons travaillé en silence après ça. Pas de bavardage, pas d'autres questions. Mais dans ce calme, quelque chose s'est installé entre nous. Pas la vérité, pas encore, mais quelque chose de proche, un fil nous reliant. Et pour la première fois, je ne me sentais pas comme un fantôme dans la vie de quelqu'un d'autre. Je me sentais vue. Et la femme qui se tenait autrefois invisible dans sa propre cuisine, elle était partie. À sa place, se tenait quelqu'un qu'il n'avait jamais attendu, quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû sous-estimer. Je pensais que le chagrin d'amour arrivait d'un seul grand coup, comme un accident de voiture ou une porte qui claque. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Parfois, il arrive lentement, comme de l'eau qui s'infiltre par un toit, goutte à goutte, jusqu'à ce qu'un jour, tout le plafond s'effondre. Et Ethan, il se tenait enfin sous l'inondation. La nouvelle l'avait atteint à ce moment-là. La maison était officiellement en vente. Le masque qu'Olivia portait s'était effrité, son entreprise exposée, sa réputation en lambeaux, et n'ayant nulle part ailleurs où pointer du doigt, Ethan a fait ce qu'il faisait toujours. Il est venu vers moi. J'ai entendu le coup avant de le voir. C'était un après-midi calme. Je finissais une tasse de thé quand le son a résonné dans l'appartement. 3 petits coups, hésitants, comme le toc-toc de quelqu'un qui ne savait pas s'il serait accueilli ou repoussé. J'ai ouvert la porte lentement. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, mal rasé, plus maigre que dans mes souvenirs, chemise froissée comme s'il l'avait ramassée par terre. « Maman » a-t-il dit, la voix brisée. « Je peux entrer ?» Je n'ai pas répondu, je me suis juste écartée. Il est entré et s'est tenu au milieu de la pièce, comme s'il ne savait pas quoi faire de son corps. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Enfin,
Il a brisé le silence. « Pourquoi fais-tu ça » a-t-il demandé. « À nous » J'ai presque ri. « Nous » Comme s'il y avait eu un « nous » depuis des années. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui, calme, composée. Je ne fais rien contre toi, Ethan. Je fais quelque chose pour moi. Sa mâchoire s'est crispée. Tu vends la maison? Ma maison? J'ai grandi là-dedans. Et tu l'as donnée, ai-je dit, ma voix basse. Tu as laissé ta femme faire de moi ta femme de ménage. Tu as regardé ça arriver. Tu as ri. Tu ne t'es même jamais excusé. Il n'a pas nié. Il a juste regardé le sol. Je pensais que tu étais juste dramatique, a-t-il marmonné. Je ne savais pas que ça t'avait blessé comme ça. Je l'ai fixé. C'est ça le problème, Ethan. Tu ne t'es jamais donné la peine de savoir ce qui me faisait mal. Tu as juste supposé que je serais toujours là, à nettoyer derrière toi, à payer tes factures, à hocher la tête pendant que tu laissais cette femme éroder qui j'étais. Il a tressailli. Olivia n'est pas celle que je pensais. Ça n'est pas une nouvelle pour moi. Il m'a enfin regardé, les yeux brillants maintenant. J'ai tout perdu. Je n'ai pas scié. Non, tu l'as donné. Le silence s'est étiré entre nous. Tu me manques, a-t-il chuchoté. Je me suis redressée. Je t'ai élevé, ai-je dit. Je t'ai nourri, vêtu. Je me suis sacrifiée pour toi. Et tu m'as laissé être humiliée dans la maison que j'ai achetée. Sa lèvre a tremblé. Je pensais qu'elle m'aidait. Je pensais qu'on construisait quelque chose. Vous avez construit un mensonge, ai-je dit, et maintenant il s'effondre. Il s'est levé alors, faisant les 100 pas dans la pièce. Donc c'est tout? Tu t'en vas? Je me suis levée, je suis allée au tiroir près de la cuisine, et j'ai sorti l'enveloppe que Ruth m'avait laissée. Je l'ai tenue dans mes mains. Je vais te dire quelque chose maintenant, ai-je dit, et j'ai besoin que tu écoutes, vraiment. Il a hoché la tête, confus. Je lui ai tendu l'enveloppe. Ce sont tes dossiers de naissance. Lis-les. Il s'est assis, l'a ouverte lentement. Son front s'est plissé, puis s'est affaissé. Il a lu la lettre, les dossiers de l'hôpital, le test ADN que Ruth avait discrètement commandé après toutes ces années. Il m'a regardé, les yeux écarquillés. Ça ne peut pas être réel. Ça l'est. Tu dis que je ne suis pas ton fils? Je dis que tu n'es pas né de moi. Mais je t'ai élevé comme si tu l'étais. Je t'ai donné chaque morceau de moi, même quand tu n'en voulais pas. Il est devenu pâle. Alors, qui est ton vrai fils? Je n'ai pas répondu. Il est resté là, sous le choc, la bouche ouverte, les pages tremblant dans ses mains. Je ne sais plus qui je suis, a-t-il chuchoté. Maintenant tu sais ce que j'ai ressenti, ai-je dit, pendant des années. Il n'a pas pleuré, pas vraiment, mais quelque chose en lui s'est brisé, et je l'ai vu se produire. Pas avec colère, pas avec satisfaction, juste avec paix, parce que j'avais enfin dit ce qui devait être dit. Je l'ai raccompagné à la porte. Il s'est retourné, les yeux suppliants. Peut-on réparer ça? J'ai croisé son regard. Je ne sais pas, ai-je dit, mais ce n'est plus mon travail d'essayer. Et j'ai fermé la porte doucement derrière lui, pas avec rancune, mais avec finalité. Parce que pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celle qui la maintenait ouverte. Il m'a fallu 3 jours pour décider comment j'allais le faire. J'ai répété la conversation devant le miroir, dans ma voiture, même dans la file d'attente à l'épicerie, la main serrée autour d'un panier d'oranges, murmurant des phrases que je pouvais à peine terminer. Je suis ta mère. Il y a eu une erreur. Tu as vécu une vie qui n'était pas censée être la tienne, et moi aussi. Mais rien ne sonnait juste, parce que comment lâcher une vérité pareille dans la vie de quelqu'un et s'attendre à ce qu'il survive à l'impact? Pourtant, je devais essayer.
Michael était dans la librairie comme toujours. La lumière à l'intérieur tombait à travers les fenêtres en faisceaux dorés, adoucissant les étagères et dispersant des ombres sur le parquet. On aurait dit un espace sacré, un endroit où la vérité avait sa place. Quand il a levé les yeux et souri, j'ai failli faire demi-tour et partir. Mais je ne l'ai pas fait. « Salut », a-t-il dit. « Tu viens au bon moment. On vient de recevoir une nouvelle série d'éditions rares de poésie. » J'ai ravalé la boule dans ma gorge. « En fait, ai-je dit, je suis venu pour parler. » Il m'a étudié une seconde, sentant quelque chose dans ma voix. « Bien sûr, viens par ici. » Il m'a conduit à travers une porte latérale vers une petite salle de pause, une bouilloire sur le comptoir, un canapé dépareillé, une table ébréchée. La vraie vie, sans filtre. Nous nous sommes assis. « Je viens ici pour une raison », ai-je commencé, tordant mes mains ensemble. « J'avais deviné », a-t-il dit doucement. « Tu n'es pas vraiment là pour les livres. » J'ai eu un petit rire triste. Non, pas vraiment. Puis j'ai sorti l'enveloppe, la lettre de Ruth, les dossiers de naissance, la preuve ADN. Je l'ai posée sur la table entre nous. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé prudent. « Quelque chose qui va tout changer. » Il m'a regardé, attendant. « Il y a 30 ans, ai-je dit, ma voix se brisant, il y a eu une erreur à l'hôpital. 2 bébés échangés à la naissance. » Ses sourcils se sont froncés, la confusion fleurissant sur son visage. « Mon fils, ai-je dit, a été donné à une autre famille. Il est devenu très immobile, et le leur m'a été donné. » Il n'a rien dit pendant un long moment. Je l'ai élevé, ai-je continué. Je l'ai aimé de tout ce que j'avais. Mais lui, il ne m'a pas aimé en retour, pas vraiment. Ses yeux cherchaient les miens, connectant lentement les pièces que je ne disais pas à voix haute. « Tu penses que je suis... Je sais que tu l'es. » Il a baissé les yeux sur l'enveloppe, l'a prise avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient les documents, la chronologie, l'explication, la lettre de Ruth avec sa confession silencieuse. Il a lu en silence. Chaque seconde s'étirait à l'infini. Quand il a fini, il ne m'a pas regardé tout de suite. Il a juste posé les papiers, ses doigts reposant encore sur les bords, comme s'il avait besoin de s'accrocher à quelque chose. « C'est beaucoup, a-t-il dit enfin. « Je sais. Et tu es Margaret ?»« Oui. » Il a levé les yeux, ses yeux brillants. « Je ne ressens rien. »« Pas encore. »« Tu n'as pas à le faire, ai-je dit. Je ne suis pas ici pour demander une place dans ta vie. Je voulais juste que tu saches. J'avais besoin que tu saches. » Il a hoché la tête lentement. « Pourquoi maintenant ? » Parce que je ne pouvais plus vivre avec le silence. Parce que la vérité méritait de respirer. Il s'est adossé, expirant fort. J'ai des parents. Ils m'ont bien élevé. Je sais. Je ne te demanderai jamais de ne pas les aimer. Nous sommes restés assis dans cette petite pièce, entourés de livres, l'odeur du vieux papier et du thé à la menthe poivrée. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, du soulagement. Pas de la joie, pas de clôture, mais la liberté de ne plus porter quelque chose d'aussi lourd seul. Il s'est levé après un moment, faisant les 100 pas lentement. « Je ne sais pas quoi faire de ça, » a-t-il dit, honnêtement. « Moi non plus, mais je ne te déteste pas. » Des larmes ont rempli mes yeux. C'est plus que ce que j'attendais. Il s'est retourné pour me faire face à nouveau. Tu n'avais pas à venir. Mais tu l'as fait. Je ne savais pas comment ne pas le faire, ai-je dit. Il a hoché la tête à nouveau, une compréhension silencieuse s'installant entre nous. On peut y aller doucement, a-t-il demandé. Je ne veux pas en faire quelque chose que ce n'est pas.
je ne demanderai rien d'autre. Il m'a offert un sourire fragile, faible. « Tu veux rester pour un thé ?» J'ai souri en retour. J'adorerais. Nous n'avons plus parlé des dossiers cet après-midi-là. Nous avons parlé de livres, de la météo, de comment il détestait le son des carillons éoliens, mais aimait la pluie. Et bien que le passé restait entre nous, non ouvert et brut, nous avions commencé quelque chose. Pas une relation, pas encore, mais peut-être, juste peut-être, un commencement. Quand l'automne est arrivé, les feuilles n'étaient pas les seules à changer. La maison s'est vendue plus vite que prévu. J'ai obtenu le prix demandé, plus que je n'imaginais. Ethan et Olivia ont dû quitter les lieux dans les 30 jours, sans prolongation, sans renégociation. Je ne les ai pas expulsés par colère. Je les ai expulsés par nécessité, parce que cette maison avait été ma prison trop longtemps. Et les regarder emballer leur vie soigneusement orchestrée, boîte par boîte, sachant que chaque coussin, plante et bibelot de designer avait été acheté à crédit, c'était comme regarder un décor de théâtre être démantelé. La pièce était terminée. L'illusion avait disparu. Le jour où le camion de déménagement est arrivé, je suis passé devant. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste regardé de loin alors qu'Olivia aboyait des ordres aux déménageurs, ses lunettes de soleil cachant ce qui restait de sa fierté. Ethan se tenait sur la pelouse, le téléphone pressé contre son oreille, faisant les 100 pas en cercle. Je me demande s'il a jamais pensé qu'il verrait ce jour. Je me demande s'il savait que ce serait moi qui le provoquerais. Leur chute n'a pas été dramatique. Il n'y a pas eu de dispute hurlante, pas de scandale dans les actualités locales. Mais elle était complète. Les parents d'Olivia ont retiré leur soutien financier. Son entreprise a perdu tous ses sponsors majeurs. Sa marque, autrefois immaculée, était maintenant murmurée dans les coins de la ville. La femme qui avait ri de moi dans ma propre cuisine ne pouvait plus se permettre sa gamme de soins de la peau hors de prix, ni son matcha quotidien. Ethan a essayé de trouver un emploi, n'importe quel emploi, mais sans diplôme, sans référence et sans expérience récente, les portes ne s'ouvraient pas. Il a emménagé dans un petit appartement en périphérie de la ville. Je l'ai appris de l'avocate. Je n'ai pas demandé, mais je n'ai pas célébré non plus, parce que ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de vérité, de conséquence. Pendant ce temps, ma vie, discrètement, régulièrement, devenait quelque chose de nouveau. Michael et moi continuions à nous rencontrer, toujours de manière décontractée. Café, discussions sur les livres, articles partagés, petits commentaires sur la vie. Il m'a demandé une fois ce que j'écrivais et je lui ai dit que j'avais commencé à travailler sur un mémoire, que j'avais une histoire à raconter, même si je ne le publiais jamais. Il a dit « Tu devrais ». Les histoires comme celle-là comptent. Il ne m'appelait toujours pas maman et je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas le but. Nous construisions quelque chose, pas par obligation, mais par choix. Et ça faisait toute la différence. Un après-midi, nous avons marché ensemble au marché fermier. Il a pris un pot de beurre de pomme et a ri. Ma mère en faisait tous les automnes. La façon dont il a dit « ma mère », ça n'a pas piqué. C'était normal, naturel, juste. Parce qu'il avait une mère et j'avais un fils qu'il m'a vu que lorsqu'il était trop tard. Certaines nuits, je restais seule avec mon thé, me demandant si Ethan dormait sur un matelas ou par terre, si Olivia portait encore ses robes de soie, s'ils se regardaient maintenant et voyaient toutes les choses qu'ils avaient ignorées auparavant. Il ne me manquait pas. L'idée de ce que nous étions censés être me manquait. Mais un chagrin comme celui-là, c'est une ombre. Il s'estompe peu à peu, et la fierté, elle grandit, surtout quand vous apprenez à vous aimer plus que vous n'aimiez leur approbation. J'ai traversé mon ancien quartier une dernière fois, avant que la vente ne soit finalisée, pas pour le hanter, juste pour dire au revoir.
Je suis passée devant l'école où Ethan allait, le parc où je le poussais sur les balançoires, l'épicerie où je comptais les coupons pour pouvoir acheter ses céréales préférées. Et j'ai tout laissé partir, parce que j'avais tout donné à une famille qui ne m'avait jamais rien vendu. Et maintenant, je donnais à quelqu'un qui ne m'appellerait peut-être jamais maman, mais qui me regardait avec gentillesse, avec curiosité, avec respect. Parfois, vous n'avez pas besoin de rédemption, vous avez juste besoin de paix. Et je commençais enfin à la ressentir. C'était début novembre quand j'ai reçu le texto d'Ethan. Une seule ligne. Peut-on se voir juste une fois? J'ai fixé le message pendant longtemps. Ça faisait des semaines que je ne l'avais pas vu. Des semaines de silence, de distance qui semblait plus lourde que n'importe quelle dispute que nous aurions pu avoir. Mais quelque chose dans le ton, ce n'était ni de la colère, ni du désespoir, ni une accusation. Ça ressemblait à une reddition. Nous nous sommes rencontrés dans un petit parc à la périphérie de la ville, le genre avec des bancs rouillés et un sentier qui faisait une boucle autour d'un étang asséché. J'ai choisi l'endroit parce qu'il était neutre, sans souvenir, sans fantôme. Il était déjà là quand je suis arrivée, assis sur un banc, les mains jointes entre les genoux. Il a levé les yeux et pendant un moment, il m'a rappelé le garçon qu'il était, maladroit, incertain, attendant une direction. Je me suis assise à côté de lui, veillant à ne pas être trop proche. Il s'est éclairci la gorge. « Je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit », a-t-il dit. J'ai hoché la tête, ne disant rien. Je veux juste comprendre. J'ai atteint mon sac et sorti l'enveloppe manille, encore une fois. Celle avec la lettre de Ruth, les dossiers de naissance, les résultats ADN. Je la lui ai tendue sans un mot. Il ne l'a pas ouverte, l'a juste tenue sur ses genoux, comme s'il l'avait déjà lue 1000 fois. « J'ai fait un test moi-même », a-t-il dit. « Après que tu me l'as dit, même résultat. » J'ai hoché la tête à nouveau. « J'ai passé des semaines à essayer de comprendre quoi en faire », a-t-il continué. « Et je n'arrêtais pas de penser, si je n'étais pas ton fils, alors qu'est-ce que j'étais ?» Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai dit doucement, « Tu étais mon enfant, mais je t'ai traité comme... Je sais comment tu m'as traité. » Il a grimacé. « Je ne demande pas le pardon, » a-t-il dit rapidement. « Je ne le mérite pas. »« Non, » ai-je dit simplement. « Mais ça ne veut pas dire que je te déteste. » Il s'est tourné vers moi, les yeux humides. « Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut dire que j'aime enfin moi-même plus que l'idée de toi. Le silence qui a suivi était chargé de sens. Il a baissé la tête. Je pensais que je protégeais Olivia en la soutenant. Mais je me cachais derrière elle, n'est-ce pas? Tu l'as laissé réécrire l'histoire et tu lui as tendu le stylo. Il a hoché la tête lentement. J'aimerais pouvoir défaire ça. Tu ne peux pas. Nous sommes restés assis comme ça un moment, deux personnes qui avaient partagé une vie construite sur un mensonge, la démêlant dans l'air froid de novembre. Puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. « J'espère qu'il est bon avec toi. » Je l'ai regardé, surprise. « Michael, a-t-il précisé. Ton fils. » Une respiration s'est coincée dans ma gorge. « Il est gentil, ai-je dit. Doux. » Il a souri faiblement. « Je suppose que ça vient un peu de toi, alors. » Nous avons tous les deux ri, fatigués, doucement, pas joyeux, mais pas amers non plus. « Je ne veux pas être dans ta vie si ça te fait mal, » a-t-il dit enfin. « Mais s'il y a un jour une place pour moi, juste un coin. » Il n'a pas fini la phrase. Il n'avait pas besoin de le faire. Je me suis levée et j'ai regardé l'étang, les feuilles éparpillées comme des cendres à la surface. « Je vais y penser, » ai-je dit. Il a hoché la tête. C'est plus que ce que j'espérais. En me tournant pour partir, j'ai posé ma main sur son épaule, juste une seconde, et c'était tout. Le moment final,
Pas une clôture, mais une compréhension. Et j'ai réalisé que c'était assez, parce que je n'avais plus besoin de le réparer. Je n'avais plus besoin d'être réparé non plus. J'avais juste besoin d'être libre, et je l'étais. Vraiment, totalement. Je pensais toujours que le mot liberté, liberté, sonnait trop grand, trop élevé, comme quelque chose réservé au discours et au défilé, pas quelque chose que quelqu'un comme moi pouvait réellement vivre. Mais quand j'ai tourné la clé dans la porte d'entrée de la librairie de Michael ce matin-là, j'ai enfin compris ce que ça voulait dire. Il m'avait appelé la veille au soir, disant qu'il avait quelque chose à me montrer. Sa voix était décontractée, mais il y avait un poids, quelque chose qui mijotait sous la surface. Je suis entrée et l'ai vu debout près du mur du fond, où une nouvelle pancarte en bois avait été accrochée au-dessus d'une porte voûtée. La pancarte disait « Le prochain chapitre ». J'ai souri. « Qu'est-ce que c'est ?» Il m'a tendu une seule clé en laiton, petite, simple, polie. C'est une nouvelle section que j'ouvre. Un espace de lecture cosy, un coin café, des discussions communautaires. Je voulais que ça ressemble à plus qu'un simple magasin. Je voulais que ça évoque l'appartenance. J'ai retourné la clé dans ma main. « Et tu veux que je l'ouvre ?» Il m'a regardé, sérieux maintenant. « Je veux que tu l'aies. » Je l'ai fixé. Il a continué, sa voix douce. « Tu as donné toute ta vie à quelqu'un. Ils t'ont traité comme un meuble, comme un décor. Mais moi, je te vois. Je n'ai pas besoin que tu prouves quoi que ce soit. Tu en as assez fait. » Des larmes ont monté à mes yeux. Je les ai repoussées. « Tu n'as pas à faire ça. » ai-je chuchoté. « Je sais, » a-t-il dit. « Mais j'en ai envie. » J'ai marché vers la porte sous la pancarte et j'ai glissé la clé dans la serrure. Elle a tourné sans effort. À l'intérieur, une lumière chaude filtrait à travers de hautes fenêtres. Des étagères bordaient les murs, déjà à moitié remplies de classiques et de mémoires. Un tapis au centre, un fauteuil usé, une petite table avec un service à thé. On aurait dit une pièce sortie d'un rêve que j'avais oublié avoir eu. Je me suis retourné, complètement bouleversé. « Michael », il a souri. « Considère ça comme à toi, aussi longtemps que tu le voudras. » J'ai marché au centre de la pièce et je suis resté immobile, respirant l'odeur du bois neuf, du papier et de la possibilité. Cette nuit-là, je me suis assise dans l'appartement une dernière fois, le vieux carnet sur mes genoux, la dernière page encore vierge. J'ai écrit « J'étais une femme qui donnait jusqu'à disparaître, puis je suis devenue la femme qui a tout repris, pas avec rage, pas avec feu, mais avec silence, avec vérité et avec le genre de force qu'ils n'ont jamais vu venir. » Le lendemain, j'ai finalisé le don. Une partie des bénéfices de la vente de la maison est allée directement à une fondation qui soutient les femmes de plus de 50 ans qui recommencent, celles rejetées, mises au rebut, sous-estimées, tout comme je l'étais. Ils m'ont appelé pour me remercier, mais je n'avais pas besoin de remerciements, parce que chaque fois que je mettais un pied dans cette librairie, dans le prochain chapitre, je me souvenais de qui j'étais maintenant. Pas la mère d'Ethan, pas la femme de ménage d'Olivia. Margaret Walker, femme, survivante, autrice de sa propre fin. Je n'ai jamais eu besoin de permission pour recommencer. Juste une clé. Et maintenant, je l'avais dans la main. Et cette fois, elle n'ouvrait pas la porte de quelqu'un d'autre, elle ouvrait la mienne. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.